Bonjour. Pardon, j'aurais dû étudier le plan de la salle avant de monter. Je pense que je serai un peu plus consensuelle que Brigitte Bourguignon. J'espère, en tout cas. Donc, je suis Sabine Germain. Je suis journaliste spécialiste des questions sociales. Et je serai votre fil rouge pendant ce congrès. Le lien, puisque c'est le thème de ce congrès, le lien entre les différentes séquences. Alors, quand je suis amenée à traiter, un petit peu au pied levé, comme l'a dit votre président, quand je suis amenée à traiter un sujet que je ne découvre pas parce que j'ai l'habitude de le traiter, mais j'aime bien reprendre mes vieux réflexes d'étudiante et me pencher sur la définition, les différents sens, son étymologie. Et dans le cas du mot lien, et bien, finalement, j'ai été assez surprise de voir la diversité, voir le caractère parfois composite des acceptions du terme, parce que au sens figuré, le lien, c'est ce qui nous réunit, c'est le thème de cette journée, c'est ce qui nous relie. Mais au sens purement matériel, le lien, c'est aussi ce qui nous attache, ce qui peut nous retenir prisonniers. Et quand on parle de personnes âgées, de vieillissement, de perte d'autonomie, il m'a semblé intéressant de poser ce paradoxe. Non pas, je parle pas de vos établissements, bien entendu, mais je parle plutôt de la perte de mobilité, de la perte de fonction cognitive, qui peut être vécue comme un enfermement, comme une perte de lien à la réalité et à la vie sociale. Et je trouvais que c'était intéressant de poser ce paradoxe en ouverture. Mais, je pense que Julie Soustre, qui doit être avec nous, que j'invite à me rejoindre. Julie Soustre, qui est philosophe et qui est aussi formatrice d'élèves infirmiers. Bonjour Julie Soustre, je vous invite à aller à la tribune. Donc vous êtes à la fois formatrice d'élèves infirmiers et de travailleurs sociaux. Et vous allez nous parler précisément de liens pendant 45 minutes. Et puis il nous restera 10-15 minutes pour poser des questions, parce que le but de ce congrès, vous le savez, c'est d'échanger, de discuter. Et donc, n'hésitez pas à vous poser toutes les questions que vous souhaitez à l'issue de cette présentation. Bonjour Julie. Bonjour. Alors bonjour à toutes et tous. Déjà un grand merci à la FNADEPA pour son invitation. J'avais déjà été invitée au 35e congrès. J'étais contente de pouvoir aller à Rennes, visiter Rennes. C'est une ville que j'aime beaucoup. Puis finalement, je vous ai accueilli chez moi. D'ailleurs, j'ai été très surprise. En fait, je savais pas que je pouvais accueillir autant de gens chez moi. Donc, je vous remercie. Ça m'a permis d'agrandir les murs. Pour aujourd'hui, nous allons traiter de la question donc du lien dans tous ces états. Alors après, je sais pas du coup comment va marcher le support. Est-ce qu'il y a la petite petit bouton vert, super, merci. Et je vais être désagréable une deuxième fois. Est-ce que vous pensez que je pourrais avoir un petit micro qui est sur la table, ça marcherait? Parce que moi, je suis un peu hyperactive. C'est bon, vous m'entendez? Oui, parce que du coup, être derrière un pupitre, j'ai du mal. J'ai dû faire beaucoup d'efforts durant la période Covid pour me tenir derrière un ordinateur. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé, mais là, j'arrive plus. Donc je vais plutôt... en plus, en philo, vous savez, on brasse du vent, donc il faut de l'ampleur pour pouvoir discuter un peu. Effectivement, on est parti de cette notion donc, du lien dans tous ces états. Et j'ai fait comme vous, je me suis interrogée sur qu'est-ce que ça veut dire le lien. Et donc, je suis allée chercher mon bouquin qui définit, donc mon petit bouquin de latin. Donc, on va commencer par du latin. Ce matin, je suis sûre que vous n'attendiez que ça. Enfin, d'abord l'intervention de Madame Bourguignon et ensuite de faire du latin. Donc le latin, il y a effectivement plusieurs définitions. Donc du latin, donc ligamen, qui signifie donc plein de choses, lien, cordon, ruban, bandage, bande, et de ligo, qui signifie donc attacher, lier, assembler, bander, entourer, encercler, fixer, unir, joindre, ratifier. Enfin, c'est beaucoup de choses, le lien. Ce que j'en retiens pour poser un peu. Je regarde ma montre parce que généralement, je ne sais pas respecter du tout le temps. Pensez à me faire un petit carton rouge, voilà, quand on arrive. Je vous remercie. Donc le lien, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à la fois effectivement ce que vous disiez, ce qui va nous réunir. Mais en même temps, pour qu'on ait besoin d'être réunis, ça veut dire aussi qu'on est distant. Et donc, dans le lien, il y a ce jeu permanent entre de la distance et de la proximité, le lien, c'est ça, c'est ce qui va tenir ensemble, finalement, des choses qui ne l'étaient pas au départ, en fait. Sinon, il n'y aurait pas besoin de lien. C'est bien parce qu'il y a une tendance à la distance. Et c'est ça qui va être compliqué dans la question du lien.
c'est que, et c'est pour ça qu'il est parfois dans tous ces états, le lien il peut être distendu ou au contraire il peut être trop serré, et c'est ça qui va être difficile finalement à appréhender, c'est quelle est cette question de la, vous savez qu'on aborde souvent, qui est la question de la juste distance, et pour essayer de réfléchir à ça, évidemment je prends je m'appuie sur un philosophe qui s'appelle Arthur Schopenhauer, que vous avez, alors c'est pas le philosophe que vous avez là évidemment, hein, qui est tout en bas. Arthur Schopenhauer, donc c'est le théoricien des porcs épiques. Peut-être je l'avais déjà raconté l'an dernier, mais tout le monde n'avait peut-être pas assisté. J'adore cette petite histoire. Il imagine Schopenhauer le drame du porc épic l'hiver, en fait. Donc cette bestiole que vous avez en photo qui est là, son drame, c'est que elle veut faire comme les autres bestioles. En fait, l'hiver, quand il fait froid, elle voudrait dormir contre les autres, quoi, pour se tenir chaud, parce qu'ils n'ont pas le poêle à bois ou le radiateur, et donc du coup, ils essayent de se tenir les uns contre les autres. Le problème, c'est que ça ressemble à ça. Vous voyez pas, vous êtes loin, certains, mais en fait, c'est bourré de pics. Du coup, quand ils essayent de dormir les uns contre les autres, ils se piquent. Donc, ils n'arrivent pas à dormir. Et ils meurent de sommeil, en fait, parce que c'est trop inconfortable. Réflexe du porc épic, c'est d'aller dormir très loin des autres. Et du coup, il meurt de froid, en fait. Donc le problème du porc épic, c'est qu'il doit choisir entre mourir de froid ou mourir d'inconfort. C'est quand même une vie qui est pas super. Et Schopenhauer dit, ce qui est chouette chez le porc épic, c'est que c'est un animal intelligent qui va finir par réfléchir et se dire, si je dors assez près de mes congénères pour avoir chaud, tout en restant assez loin pour pas me piquer, ça devrait être bon. Et il dit ça, c'est exactement le rôle de l'être humain en société. Il doit être suffisamment près des autres pour se tenir chaud, et en même temps pas trop près, parce que si on est trop près de l'autre, au bout d'un moment on s'insupporte, quoi. Et donc c'est ce travail-là que le lien vise à faire, en fait, c'est-à-dire à être suffisamment près des autres pour pouvoir être en société, pour pouvoir avoir du lien social, mais en même temps pas trop près pour pas être enfermé dans ce lien social. Et c'est là-dedans qu'on se débat, en fait, hein, et donc il y a une dimension fortement politique du lien. D'ailleurs, on l'a vu en amorce, hein, il y a quand même des questions très très politiques. Comment est mis en place ce lien ? Eh bien, c'est quand même l'État qui va le structurer, ça. Hein, quelles sont les proximités qu'on va créer, etc. Du coup, mon intervention sera en 3 temps, c'est une obligation, hein, la Sainte Trinité en philosophie. Premier temps, quand le lien est distendu, c'est-à-dire quand c'est trop loin. Deuxième temps, quand le lien est trop près, hein, on est trop enserré par le lien. Et troisième temps, on essaiera de réfléchir à des possibilités pour sortir de cette impasse des porcs épics, trop loin, trop près. Premier temps, du coup, modernité et déliaison. C'est une difficulté qui est pointée depuis quelques années maintenant. Enfin, quand je dis quelques années, déjà Tocqueville, en fait, dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, en fait, en parlait. Alors, du coup, il disait ceci. Je sais plus si j'avais prévu de zoomer ou pas. Est-ce que je pourrais revenir en arrière ? Oui, avec la flèche. Oui, c'est bon. Il disait ceci. À mesure que les conditions s'égalisent, il se rencontre un plus grand nombre d'individus qui ne doivent rien à personne. Ils n'attendent pour ainsi dire rien de personne. Ils s'habituent à se considérer isolément. Ils se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains. Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains. Elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Tocqueville, il critiquait beaucoup l'autonomie, hein, finalement très très présente aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là que le risque finalement, c'est que à croire, vous savez, c'est ce discours qu'on entend parfois de plus en plus et qui moi m'interpelle beaucoup. Je me suis fait tout seul. Alors moi, je suis nulle en biologie, évidemment, j'ai fait philo, hein, donc du coup, je connais rien du tout à la biologie. Mais il y a un truc que je sais à peu près, c'est que en fait, c'est pas possible ça techniquement. Enfin, en tout cas, je crois pas. C'est être fait tout seul. On peut peut-être avoir un enfant tout seul en piquant des trucs à droite à gauche, mais par contre, s'auto-créer, pour le moment, je crois pas que ce soit possible. C'est très intéressant ça dans le discours de dire je me suis fait tout seul. Ça veut dire que c'est un refus de la dépendance. Ça va avoir une incidence sur les publics que vous accompagnez. C'est quelque part, je ne veux devoir rien à personne en fait. Et donc ça induit l'idée que les gens qui doivent quelque chose à quelqu'un, quelque part, ils sont peut-être responsables déjà de ça, de leur dépendance, et puis ils sont pas à la hauteur des autres qui peuvent se débrouiller tout seuls. Déjà le discours autonomiste, il amène une violence au lien. En fait, il dit le lien, c'est bien pour les faibles. C'est ceux qui savent pas se débrouiller tout seuls qui ont besoin du lien.
Les autres, eh bien, ils n'ont pas besoin, même ils peuvent s'autoproduire, quoi. Ça, c'est magique. Et donc ça va évidemment biaiser cette force du lien, et c'est alimenté par tout un tas de choses qui est plutôt médiatique, hein, on y viendra, qui est pas forcément la réalité du lien et la réalité auquel vous êtes confrontés au quotidien, mais on nous abreuve d'une vision de l'autre qui est une vision hyper négative et qui est une vision qui fragilise le lien. Par exemple, il y a un outil qu'il faudrait jeter à la maison qui est la télé, mais on continue à le garder pour des raisons d'attachement, enfin d'habitude. Et si vous prenez votre télé et que vous allumez votre télé, vous allez l'allumer, je sais pas, par exemple pour la première chaîne ou une autre, et puis vous tombez sur des gens en fait qui sont en concurrence, quoi. Il y a une place à la fin. Par exemple, il y a un micro à avoir à la fin, et donc ils vont être en concurrence tout le long de la compétition pour avoir le micro, quitte à se pousser dans les escaliers, du coup, ça me dit quoi ? Ça me dit, attends, mon voisin, il veut ma place, quoi. C'est mon concurrent. Ça me plaît pas, donc je vais zapper. Je tombe sur une autre chaîne où on me dit, ouais, ton voisin, il veut poser des bombes, il voudrait te tuer, en fait. Donc du coup, mon voisin veut pas ma place, mais c'est un meurtrier, donc ça me rassure pas bien. J'aime pas. Du coup, je zappe, et puis erreur fatale, je vais jusqu'à la chaîne 12. Vous savez, cette chaîne, il faudrait jamais tomber dessus. Et je tombe sur un truc, je sais pas quoi, les ch'tis à Marseille, enfin. Et je me dis, voilà, alors mon voisin n'est ni un meurtrier ni un concurrent, mais c'est un abruti, quoi. Donc je sais pas bien comment je vais faire société avec mon voisin qui a l'air quand même pas très sympathique. En fait, c'est ça l'image qu'on nous présente de l'autre quand même, hein, dans la petite boîte qu'il faut éteindre, je vous le dis tout de suite, parce qu'elle vous renvoie à ça, quoi. Hein. L'autre est une menace, en fait. Du coup, on va être un peu là-dessus. Ça va être compliqué de construire la confiance, en fait. Et ce, donc, à plusieurs niveaux. Cette difficulté de construire la confiance, on va nous parler d'ailleurs sans arrêt du conflit de génération qui a eu lieu notamment avec le Covid. Alors que dans les faits, pas vraiment. Au contraire, les liens se sont plutôt resserrés. Mais dans le discours officiel, on veut dire, parce qu'on a cherché à mettre en concurrence, hein, quelle était la génération la plus sacrifiée. Là encore, un peu façon The Voice, il y avait peut-être des gens dans un fauteuil qui se retournaient pour savoir si c'était plutôt les vieux ou plutôt les jeunes, quoi. Alors qu'au contraire, dans la réalité, le lien s'est resserré. Mais dans le discours, on vous dit faites gaffe, il y a une espèce de concurrence entre les générations, et donc ça amène une espèce d'insécurité qui fait que j'ai un peu peur de l'autre. Et donc ça amène un discours qui est rigolo parfois et qui biaise la notion de confiance. Voilà, je m'adresse, je pense, à des directeurs et des directrices, pas mal. Il y a un truc qui est souvent dit et qui, moi, me gêne, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est un truc qui est vachement répété. Alors si, en fait, parce que cum fides, c'est un truc terrible, hein, parce que cum fides, c'est la foi. Donc, c'est avoir foi en l'autre. Et donc, on ne dit pas à Dieu... J'ai foi en toi, mais ça n'empêche pas, je vais quand même contrôler le travail que tu fais. Donc il y a une dimension plutôt transcendante, donc ça va pas. Et puis surtout, prenez soin, vous savez, en philo, on vous dit toujours, moi je cite, je mets l'auteur, je mets la référence, sinon c'est du plagiat. Et la confiance n'exclut pas le contrôle, c'était Lénine. Donc si vous dites, comme l'a dit Lénine, la confiance n'exclut pas le contrôle, je sais dans quel établissement je m'engage. Et ok, là-dessus, si vous citez Lénine et que vous assumez la citation, on peut, ça c'est toujours autorisé. Mais par contre, citer quelqu'un sans savoir qui on cite, ça peut être très dangereux, quoi. Hein. Enfin, donc cette citation, si la confiance exclut le contrôle, parce que par définition, je ne peux pas prouver que je suis digne de confiance, en fait. C'est-à-dire que je peux être digne de confiance à un moment donné et trahir votre confiance. Tous les gens, d'ailleurs, qui ont trahi votre confiance étaient des gens qui avaient été dignes de confiance à un moment donné. Du coup, la confiance, c'est un saut dans le vide, quoi. C'est aller rejoindre l'autre, et je peux pas être sûre que l'autre sera digne de confiance. Et puis le dernier point de cette fragilisation du lien, c'est l'entrée évidemment de la judiciarisation des liens, hein, de plus en plus. Alors d'un côté comme de l'autre, les familles qui vous mettent la pression, hein, du risque du procès, du risque, et inversement, on voit aussi la peur du procès qui vient biaiser la rencontre. C'est très compliqué, par exemple sur la question de la liberté d'aller et venir du résident, il y a à la fois la volonté effectivement de laisser l'autre libre et la volonté de le laisser déambuler, etc. Et en même temps derrière, tout de suite, la peur de ouais mais s'il arrive quelque chose, quoi. Ça on le retrouve beaucoup chez les soignants. Hein, j'interviens auprès du
public soignant, les étudiants, c'est leur peur numéro 1. Hein. Oui, mais d'accord, mais si jamais il arrive quelque chose, est-ce que j'engage pas ma responsabilité pro ? Du coup, je vois pas forcément le résident en tant qu'individu, mais je le vois plutôt comme un individu qui pourrait faire un procès. Donc la rencontre, des fois, ne se fait pas. Tous ces éléments-là, j'aurais pu en lister encore plein, évidemment, entravent le lien, en fait, permettent pas que le lien prenne toute sa mesure, et ça a été évidemment accru par alors je ne sais pas quelles seront les conséquences sur du long terme, évidemment, mais par ce que nous avons vécu en termes de distanciation sociale, en fait. Hein. On vient de passer presque 2 ans, et on n'en est pas sorti, où le rapport à l'autre est un rapport distant. Parce que l'autre, qui n'est peut-être pas un abruti, peut-être pas un criminel, peut-être pas un concurrent, en tout cas peut être porteur du Covid, et donc l'autre est quand même une menace pour moi. Et donc dans le rapport à l'autre, quelque part, cette distance, elle s'est installée. Je sais pas comment vous le vivez, moi j'ai du mal à retrouver l'autre. À la fois je suis très contente, hein, mais l'autre c'est du brouhaha, vous savez, parce que alors, là vous êtes plutôt sage, mais je suis habituée en cours en amphi. Alors 2 possibilités, soit le cours en amphi, j'ai 3 personnes, parce que c'est de la philo pour les soins infirmiers, vous voyez, ça les motive pas trop. Deuxième possibilité, ils sont très nombreux, parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils avaient le droit de pas venir, mais ils n'ont pas envie d'être là. Du coup, ils sont très bruyants, quoi. C'est difficile de retrouver ce brouhaha de la vie. Voilà, la crise, elle vient aussi distendre le lien, et il va falloir renouer ce lien. Par contre, il va falloir faire attention dans la façon dont on renoue ce lien, de ne pas tomber dans ce que j'ai appelé la tentation de la fusion, c'est-à-dire un lien qui serait un lien trop strict, un lien qui serait un lien trop rigide. Je vérifie. Vous me surveillez, ça c'est important. Voilà, vous me contrôlez, mais il faut. Moi, il faut pas me faire confiance, il faut me contrôler. Mais ça, on le sait avec la philosophie. Si vous faites confiance, c'est foutu. Deuxième philosophe, après Tocqueville, une philosophe que j'aime beaucoup, à savoir Hannah Arendt. Alors là, j'avais pas prévu de zoomer, du coup, qui dit ceci: si le monde commun offre à tous un lieu de rencontre, ceux qui s'y prêtent y ont des places différentes, et la place de l'un ne coïncide pas plus avec celle d'un autre que 2 objets ne peuvent coïncider dans l'espace. Il vaut la peine d'être vu et d'être entendu, parce que chacun voit et entend de sa place, qui est différente de tous les autres. Le monde commun prend fin lorsqu'on ne le voit que sous un seul aspect, lorsqu'il n'a le droit de se présenter que dans une seule perspective. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Arendt, par là ? Elle veut dire que là où il faut faire très attention, ce serait de tomber dans un lien, dans un type de lien qui serait un lien trop contraignant, dans un lien qui serait même plus un lien d'ailleurs. Hein, la fusion, c'est même plus du lien, j'ai même plus besoin d'être relié à l'autre parce que je suis comme l'autre, quoi. Et ça, c'est une difficulté qu'on rencontre, par exemple, dans les équipes. Les étudiants infirmiers, quand ils reviennent de terrain de stage, par exemple, ils nous disent « Ouah, c'était trop cool, cette équipe, vraiment, ils étaient tout le temps d'accord. » Ou à l'inverse, « Oh là là, c'était lourd cette équipe, parce qu'ils étaient tout le temps en train de discuter, en fait. » Et ils associent le fait de discuter au fait de se disputer, ce qui n'est pas toujours la même chose. On peut discuter sans être obligé de se disputer. Et la discussion, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est ça qui va créer le lien. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est que tout roule toujours, cette espèce de fusion, un peu, vous savez, à la façon des réseaux sociaux, quoi. C'est comme ça, les réseaux sociaux, c'est de la fusion. C'est si tu adhères, viens mettre un petit pouce, quoi. Et alors, ils ont changé, on a le droit de mettre un petit bonhomme en colère maintenant, mais au départ, en fait, on n'était que invités à faire de la fusion. Sinon, vous passiez votre chemin, quoi. Vous aviez le droit que de mettre le petit pouce qui allait bien, qui disait ouais, c'est trop cool ce que t'as mis. Et vous savez, c'est le principe des algorithmes. On en parlera demain puisque j'ai le privilège d'avoir 2 interventions. Hein, vous êtes punis 2 fois, du coup, 2 matinées. Sur le rapport au numérique, ça amène beaucoup cette fusion, quoi, cette impossibilité de se décaler de l'autre. Parce que l'autre n'apparaît pas finalement. Hein. La fusion, c'est exactement, si je reprends l'exemple de l'an dernier du 35e congrès, c'était ça, derrière mon ordi, je ne pouvais appeler qu'à la fusion, c'est-à-dire que en fait je voyais pas si vous rigoliez pas, si vous étiez d'accord, pas d'accord, et du coup je fusionnais avec mon état d'esprit, c'est-à-dire si je suis angoissée, je me dis c'est nul parce que je suis angoissée et que l'écran ne m'a rien renvoyé, ou au contraire, si j'ai trouvé que j'étais super bonne, tout ça, je me suis dit le public était top, était enchanté, quoi. Mais je peux pas savoir parce que l'écran me
me renvoie à rien du tout, en fait. Et donc, ce rapport à la fusion, c'est une difficulté qu'on a aujourd'hui, justement, à négocier la diversité. On voudrait que, finalement, il n'y ait pas de distance avec l'autre et que, pour qu'il y ait du lien, il faudrait qu'on soit tous d'accord. Or, c'est ce que disait Muccelli sur la construction d'une équipe. Une équipe, c'est pas le prolongement de soi-même. Une équipe, au contraire, c'est une construction. C'est quelque chose où on va discuter. Et une équipe dans laquelle j'aurais le sentiment d'avoir trouvé le prolongement de moi-même, c'est une équipe qui peut être dangereuse aussi, parce que c'est une équipe qui m'avertira pas quand finalement je dysfonctionne, quoi. C'est le problème des fois des équipes chouettes qui peuvent se mettre à faire de la maltraitance, parce que elles sont toutes dans cette fusion-là. Et au bout d'un moment, il n'y a personne pour être le petit rappel et pour se dire attention, peut-être c'est des choses que vous avez pu vivre aussi en tant que directeur. Des fois, c'est rude d'une équipe qui est fusionnelle parce que c'est une équipe avec laquelle on ne peut pas discuter, quoi. Elle fait corps, mais plus que corps, quoi. C'est un bloc, quoi, face à vous. Et du coup, elle se laisse parfois emporter par cette fusion-là. Deuxième point important de ne pas tomber dans la fusion et de dire, voilà, si le monde commun offre à chacun un endroit important et un point de vue qu'on ne peut pas forcément discuter, c'est le fait qu'il ne faut pas confondre deux points qui seront traités, je pense, à travers nos 2 journées, l'isolement et la solitude. D'ailleurs, l'intervention d'après doit être justement sur cette question de l'isolement. L'isolement, c'est intéressant d'en parler à Ajaccio, parce que c'est être comme une île, c'est ça, voilà, l'isolement, c'est être rendu comme une île, hein, donc ne plus être, justement, avoir de lien. La solitude, c'est quelque chose de très différent. La solitude, c'est le lot de tous. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes tous des gens seuls, qu'on le veuille ou non, qu'on soit en couple, qu'on ait une famille, c'est-à-dire que personne ne peut se mettre à notre place et personne ne peut se mettre dans notre tête. Et notamment, il y a évidemment des événements très très solitaire comme la mort. C'est le prologue d'Antigone par Anouilh, pas celui de Sophocle, mais qui commence comme ça. Il vous présente les personnages, le prologue, et il vous dit Antigone, c'est cette jeune femme toute maigre là-bas dans son coin, et elle s'éloigne petit à petit, et elle s'éloigne d'Aimon, elle s'éloigne d'Ismène, sa sœur, etc. Elle s'éloigne de tous ces gens et de nous tous qui n'avons pas à mourir ce soir, en fait. Et le lien, il faut aussi pas qu'il soit trop enserrant pour arriver à se rendre compte que je ne sais pas ce que vit l'autre. Même si on vit la même chose, il y a une espèce de distance irréductible entre moi et l'autre qui fait que je ne pourrai jamais me mettre tout à fait à la place de l'autre. La solitude, ce qui ne veut pas dire forcément l'isolement, c'est la posture de directeur souvent ou de directrice en fait. Vous êtes dans une posture où, sauf quand vous vous retrouvez en congrès, mais dans la structure, vous êtes en position de solitude. Ça ne veut pas dire que vous êtes isolé, mais on ne peut pas se mettre forcément à votre place par rapport aux responsabilités que représente votre travail, etc. Mais le soignant est seul aussi. Et le résident est seul aussi parce qu'on ne peut pas se mettre directement à la place de l'autre. Ce serait tomber dans la fusion. Puis même, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de travailler à partir de la résistance. Là aussi, quand on travaille avec les étudiants infirmiers, on leur dit, mais c'est inintéressant un résident qui dit oui. Comme c'est inintéressant un étudiant qui dit oui. On les aime bien, évidemment. Vous savez, vous les regardez, ceux qui disent oui de la tête, là, comme ça, dans les amphis. Ça vous porte, vous dites, qu'est-ce que je suis bonne aujourd'hui, vraiment, mon discours est fabuleux. Mais en fait, il n'écoute pas du tout ce que vous êtes en train de dire, il fait juste oui de temps en temps. C'est les pires, ces étudiants souvent qui sont sur leur portable, en train de faire complètement autre chose, et qui font oui. Il y a un philosophe qui s'appelle Pascal et qui dit, c'est très intéressant les mouvements de la tête. Le oui, c'est celui qui va s'endormir. Le non, c'est celui qui essaye de se réveiller, quoi, qui agite la tête, en fait. Du coup, c'est très intéressant, celui qui dit non, parce que, du coup, c'est celui qui me réveille. Il va falloir construire à partir de lui. Le oui, je suis pas sûre de le rencontrer. Il dit peut-être oui pour me faire plaisir. Le non, on dit tout le temps, ouais, mais de toute façon, c'est un non par principe. C'est rarement un non par principe. En tout cas, c'est un non qui peut être enrichissant. Le oui, par contre, c'est souvent le oui de la fusion. Et puis, la question du lien qui serait trop fusionnel, ça amène aussi à la tentation du préendere. Prendre soin, l'étymologie, c'est préendere, s'accaparer. C'est rigolo, ça. C'est très beau, prendre soin, mais en fait, c'est s'accaparer le souci de l'autre. C'est mon patient, c'est mon résident à moi, ne t'en approche pas trop. Et c'est ça
qui amène des fois les conflits dans les structures. La famille dit c'est mon mari, par exemple, c'est le mien, ne t'en occupe pas. Le soignant va dire c'est mon patient. Et puis chacun va vouloir s'accaparer et être dans la fusion finalement avec le patient. Faire la place à chacun, c'est justement le rôle du travail en réseau. Accepter que je m'occupe d'un petit bout de l'accompagnement, mais qu'il faut que je fasse une place à d'autres qui vont s'occuper d'autres petits bouts de l'accompagnement. Puis le dernier point de cette non-fusion, c'est faire une place à émoérer les émotions. Les émotions, c'est un truc qu'on aime de moins en moins. Vous savez, les émotions, on dit oui. Alors, on les aime pas parce que je pense que nos étudiants, par exemple, ils veulent pas les entendre. Ils disent ouais, à l'école, on nous a dit, faut pas montrer ses émotions, faut être professionnel, c'est ça être professionnel. On leur dit pas du tout ça. Mais souvent, c'est qu'ils sont pas à l'aise avec leurs émotions et qu'ils aimeraient qu'on leur ait dit ne montrez pas vos émotions. Émoérer, c'est ce qui me met en mouvement, en fait. Recevoir l'émotion de l'autre, c'est super important. Par contre, coller à l'émotion de l'autre, c'est là que le conflit arrive. C'est pas parce que l'autre est en colère que je dois accepter que moi j'ai fait quelque chose qui le mette en colère en fait. J'ai le droit de dire bah oui, j'entends que tu es en colère, mais ça s'arrête là en fait. Je suis pas obligée de coller à l'émotion de l'autre et dire oui, c'est pas vrai, j'ai rien fait pour te mettre en colère. Ça c'est rentrer dans l'émotion de l'autre en fait. La non-fusion, c'est faire une place. OK, tu es en colère, je la prends cette colère, mais c'est pas la mienne. Du coup, je vais pas coller à ça en fait. On en est où au niveau du temps là ? Vous avez le temps, tout va bien. Oui. Juste pour ça, voilà, c'est la tentation qu'on peut avoir parfois et qui fait qu'on ne va pas réussir à créer le lien avec l'autre parce que finalement, il n'y a pas cette distance-là. Je vous donne un exemple. Je suis sollicitée pour faire un cours dans une école de travail social, donc je fais sanitaire et social de ma région. Clairement, je suis appelée le vendredi soir, un type que je ne connais pas parce que c'est une école où il y a beaucoup de turnover et il me dit, est-ce que tu pourrais faire lundi un cours de sociaux de la santé ? Je lui dis, tu sais, en fait, moi, je suis philosophe. Du coup, en plus, on est vendredi soir, donc clairement, je ne vais pas travailler ce week-end puisque je suis philosophe, donc je ne fous rien. Mais enfin, voilà, c'est le week-end. Donc non, pour lundi matin, je ferai de la philo, si tu veux. La philo de la santé, ça, j'ai sous le coude. Mais de la socio de la santé, ça ne va pas être possible. En fait, déjà, je ne vais pas me réinventer un diplôme d'ici lundi. Et puis, non. Et il me dit, ouais, très bien, philo de la santé, ça me va, super, à lundi. J'arrive le lundi, donc je le rencontre, je ne le connaissais pas. Ouais, c'est par là, il me dit, bon, je rentre dans la salle et trop contente, je tombe face des ETS, donc des éducateurs techniques spécialisés. Ils sont 13 ou 14, tout petit groupe, j'adore ça, ça va être sympa, on va passer toute la matinée ensemble. Et il se trouve, c'est un groupe que je devais retrouver le jeudi après-midi. On avait une petite rencontre déjà prévue le jeudi après-midi. Donc moi, j'avais prévu de faire un bout de mon cours le lundi matin, en fait de faire plus long, parce que plus on me donne long, plus je peux faire très long, quoi. Donc j'étais super contente, et puis j'arrive, je me présente toute seule, et puis je leur présente le cours, quoi. Et on commence le cours, et assez rapidement, en fait, y a deux personnes au fond qui se racontent leur week-end, fort, parce que j'entends très très bien ce qui s'est passé le week-end, ça avait l'air très sympa, mais bon, ça n'a rien à voir avec le cours. Il y en a deux autres qui font autre chose, enfin sur 14, j'en ai un qui suit. Par contre, lui, il est à fond dedans, mais c'est le seul qui suit, quoi. Et il me montre ostensiblement qu'ils ne veulent pas être là, qu'en fait, ils ne sont pas contents et qu'ils ne veulent pas être là. Et moi, j'essaye de faire comme avec vous, quoi, de détendre un peu l'atmosphère, je fais des blagues, quoi, mais au bout d'un moment, quand vous sentez que le public réagit pas, je me ferme petit à petit, en fait. Et ça devient absolument horrible, quoi, parce que vraiment, ils rentrent pas dans le cours et que c'est long. En fait, à la pause, j'en peux déjà plus, je suis épuisée. Et surtout, j'ai qu'une envie, c'est plier mes affaires, rentrer chez moi et plus jamais revenir, quoi, vraiment. Et je me dis, il va falloir que je revienne jeudi après-midi, je pourrai jamais revenir, quoi, vraiment. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, en fait Et je me rends compte que j'ai fusionné avec leurs émotions. Ils n'étaient pas contents, du coup, moi, je me suis dit, c'est ma faute, j'ai fait un truc, alors que je ne les connais pas. Et je vais revenir après la pause. Je veux dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il m'explique, oui, c'est la 12e fois qu'on nous colle un cours, en fait, à la dernière minute, qui n'est pas le même intitulé que celui qu'il y avait sur le programme. On a le sentiment que, on bouche les trous, en fait, mais que, du coup, c'est pas le bon cours, etc. Ils vont expliquer. Et du coup, je vais partir d'eux en leur dire, ok, j'entends, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse dans ce cours-là ? Et le jeudi, on va avoir un cours super. Quand je vais revenir, je pense que c'est un des meilleurs cours de ma carrière, quoi. Parce qu'au départ, j'avais fusionné. Puis après, j'ai fait le travail, c'est de la boîte, quoi. Les émotions, elles tombent dans la boîte, je les reçois pas sur moi. Oui, ils ont le droit d'être en colère. C'est justifié, ils ont le droit. Mais c'est pas parce qu'eux, ils sont en colère que je dois coller à cette colère. Et donc, le lien, ça va être un truc, ça va être
un truc complexe, un truc à travailler dans la complexité. Et donc c'est le dernier temps. Le lien est une question complexe, et donc pour parler de questions complexes, évidemment, je suis allée chercher un philosophe qui est plutôt bien adapté, d'ailleurs, au congrès, puisque du coup, ce philosophe, c'est Edgar Morin, pardon. Edgar Morin, vous savez, c'est un philosophe centenaire, donc du coup, la philosophie, ça conserve, c'est un point important. Si vous hésitiez à en faire, sachez que du coup, ça peut amener très loin. Il est plutôt pas trop mal en forme, en plus. Son seul souci, c'est qu'il est complètement sourd, donc les conférences, ça se passe bien jusqu'au moment où il y a les questions du public, en fait, parce que du coup, il les comprend pas. Mais sinon, il est encore super en forme. Et Edgar Morin, donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle Introduction à la pensée complexe. Alors c'est que l'introduction, hein, donc déjà préparez-vous. Il dit ceci, qui est un truc de philosophe vraiment. Le tout est à la fois plus et moins que la somme des parties. Déjà rien que ça, c'est tellement limpide que je sais pas si je vais aller plus loin. Dans une tapisserie comme dans une organisation, les fibres ne sont pas disposées au hasard. Elles sont organisées en fonction d'un canevas, d'une unité synthétique où chaque partie concourt à l'ensemble. Et la tapisserie elle-même est un phénomène perceptible et connaissable qui ne peut être expliqué par aucune loi simple. Du coup, il parle de tapisserie. Je me suis dit, pour du lien, c'était pas mal, en fait, de prendre une citation qui parlait de tapisserie quand on allait traiter du lien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que le tout est à la fois plus et moins que la somme des parties. Ça, c'est le point important. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que le tout, c'est pas simplement des gens sympas qui travaillent ensemble. C'est-à-dire le tout, c'est un truc qui se construit comme dans une tapisserie. Moi, par exemple, j'ai aucun talent pour faire une tapisserie. Je sais même pas par où je commencerai. Du coup, vous pouvez me donner les fibres. Je vais les jeter en disant faites une tapisserie et je verrai si ça marche. Globalement, je pense que ça marchera pas en fait. Pour qu'il y ait une tapisserie, il faut du talent pour tisser ces liens ensemble et aboutir à une tapisserie. Donc le tout, c'est plus que la somme des parties. Il suffit pas d'avoir les fibres pour avoir la tapisserie. Mais en même temps, c'est moins. Parce qu'au départ, avec ces fibres, vous auriez pu faire plein de trucs différents. Certes, une tapisserie, mais vous auriez pu faire, je sais pas moi, une écharpe, enfin, peut-être je sais pas trop, un manteau, peut-être si vous êtes vraiment très doué, enfin bon, tout un tas de choses. Les fibres, au départ, ils n'avaient pas une destination qui était de devenir une tapisserie. Pour une équipe, c'est la même chose en fait. Il suffit pas de recruter des gens sympas. Je fais donc CAFDES et CAFRUS dans l'école où j'interviens, et il y avait un cadre qui me disait, moi je sais tout de suite quand je recrute quelqu'un en entretien s'il va bien s'entendre avec l'équipe ou pas, et donc je le recrute en fonction de ça. Et alors je trouvais qu'il avait un talent fabuleux, mais j'en suis un peu sceptique parce qu'il y a des trucs qui s'appellent les dynamiques de groupe, qui fait que vous pouvez être quelqu'un de très sympa dans un entretien et puis détestable dans une équipe, en fait, parce que dans les dynamiques, vous allez prendre aussi la place qu'on vous laisse, c'est-à-dire que vous pouvez être quelqu'un de très gentil, mais cette place était déjà prise, donc du coup, il faut en prendre une autre, quoi. Et puis dans la dynamique, être emmené en fait par l'équipe. Il y a cette notion de complexité qui va être très importante, et l'idée de solidarité, quoi. En fait, le tout. Il y a un mot, donc Edgar Morin, il utilise 3 mots rigolos: dialogique, récursion, hologrammique, pardon. Dialogique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du dialogue. Pour que le tout se construise, pour que finalement le lien se fasse, il faut qu'il y ait du dialogue. On ne peut pas partir en fait de quelque chose qui serait de l'impensé, et surtout, il faut que ça bouge. Et donc il oppose lui dialectique et dialogique. Dialectique, on s'oppose, c'est noir ou c'est blanc. Dialogique, on discute et on construit ensemble notre réalité commune. C'est-à-dire qu'en fait, le tout naît de la discussion et naît de l'apport de chacun des membres. Récursion, c'est j'influence le groupe qui m'influence à son tour. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y a une double influence dans un groupe, dans une équipe. Moi, j'apporte un truc à l'équipe. Quand j'arrive, elle va changer. Mais du coup, l'équipe va me faire changer aussi. C'est ça la pensée complexe. Et enfin, hologrammique, c'est quoi ? C'est chaque membre du groupe, quelque part, incarne le groupe. C'est-à-dire, quelque part, est une petite partie du groupe. On dit ça à nos étudiants aussi. Quand vous allez sur le terrain, faites gaffe à ne pas faire la technique de la terre brûlée. Ce qu'on appelle la technique de la terre brûlée, c'est on vous envoie un étudiant en terrain de stage en EHPAD, par exemple. Il se comporte d'une façon horrible, odieuse, enfin tout ce qu'on veut. Et du coup, vous ne voulez plus jamais reprendre des étudiants qui viennent de cette école-là, parce qu'on a identifié cet individu à l'école dans son ensemble, quoi. C'est ça le hologrammique. Je porte quelque part l'identité du groupe auquel j'appartiens,
mais j'aide aussi le groupe auquel j'appartiens à construire une identité. Du coup, créer le lien, ça va être ça va être se rendre compte que finalement, une équipe, elle est sans arrêt en mouvement que créer le lien, c'est pas quelque chose qui se fait de façon instantanée. Ça veut dire qu'il faut repenser aussi parfois, vous parlez d'établissement, donc c'est les établissements, mais il faut aussi pas perdre de vue la dimension institution. Établissement, on dit généralement establishment, c'est un truc qui est établi en fait, donc quelque chose qui est descendant aussi. Normalement, la politique descend. Institution, donc c'est instituere, au contraire, c'est montant. Et les équipes, elles ont besoin, mais je dis les équipes, quand on fait de l'éthique, on associe aussi les résidents, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, alors quand ils le peuvent, évidemment, mais qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, eux aussi, de cette vie institutionnelle. Du coup, pour créer cette dimension dynamique de la complexité, surveille. Pour créer la dynamique de la complexité, je m'appuie sur une philosophe qui s'appelle Joël Zask et qui dit il y aurait 3 temps. Vous savez, on n'arrête pas à cette trilogie. Vous avez vu la Sainte Trinité, un dialogique, récursion, hologrammique. Là maintenant à nouveau 3 temps. Joël Zask, elle dit la participation, elle se crée sur 3 éléments et donc le lien il s'appuiera sur 3 éléments. Premièrement, donc participer au sens de créer le commun. Donc c'est le premier temps. Deuxième temps, apporter une part. Troisième temps, recevoir une part. Pour créer le collectif, il faut ça. Il faut créer le commun. Qu'est-ce qu'on vient faire ensemble tous les matins ? Des fois, on croit on sait ce qu'on vient tous faire ensemble, qu'on est une équipe. Mais en fait, on n'est pas toujours d'accord. Créer le commun, on se met autour d'une table, c'est des projets de service parfois. On se met autour d'une table et c'est quoi notre mission ? C'est pas mal de la rappeler de temps en temps. Parce qu'au fur et à mesure, l'identité d'une structure, elle peut être modifiée par les gens qui sont rentrés dedans. Et donc, il y avait un projet au départ. Je pense que je fais des interventions pour un service, je fais de l'APP, donc l'analyse des pratiques, pour un service de mandataire judiciaire. C'est un service qui a une identité de travail social très ancienne et qui a été créé il y a un certain nombre d'années maintenant, vraiment pour s'adapter aux besoins des bénéficiaires. Donc avec des horaires d'ouverture très souples, l'objectif c'était d'être une offre qui soit un peu différente des autres services qui étaient présents sur le territoire pour que ce soit centré sur le bénéficiaire. C'était il y a 20 ans. Elle a été reprise, cette association, par un grand groupe donc qui fait toute la région, Auvergne, et ce grand groupe, forcément, il a amené une autre identité. Mais en disant, je ne touche pas les identités individuelles des petites structures. Mais quelque part à l'intérieur, les gens ont changé. Donc le chef de service, il se retrouve dans une difficulté parce qu'il dit, finalement, les salariés ne veulent plus de cette flexibilité des horaires qui était l'identité de notre institution. Et donc il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il doit changer l'identité de l'institution ? Ou est-ce qu'il doit amener finalement les salariés à rentrer dans l'identité ? Vous voyez ? Parce que les salariés ont changé et qui ne sont plus forcément imprégnés de cette identité-là. Créer le commun, c'est on se met autour de la table, qu'est-ce qu'on vient faire là tous les matins ? Et tous ensemble, c'est-à-dire qu'on associe aussi le secrétariat, par exemple, on associe aussi les agents d'entretien, c'est tout le monde en fait qui fait partie de l'institution. Créer le commun. Deuxième temps, apporter une part. Qu'est-ce que moi, je peux apporter en propre ? Et qu'est-ce que je rapporterai aussi quand je m'en irai ? J'ai besoin, c'est la question de la reconnaissance dont on parle, évidemment, il y a la reconnaissance salariale, mais il n'y a pas que ça. J'ai besoin d'avoir le sentiment que, quelque part, le fait que ce soit moi et pas quelqu'un d'autre, le salarié de la structure, ça change quelque chose, en fait. Donc, quelle est la part que j'apporte ? Que ce soit moi qui sois directeur ou directrice et pas quelqu'un d'autre, ça aussi, c'est important. Quelle est la part que je vais apporter, en fait ? Et enfin, troisièmement, recevoir une part. Pour apporter une part, il faut que j'ai reçu aussi à un moment donné, il faut que je comprenne. Et donc, c'est tout l'intérêt parfois des formations. Des formations tout au long de la carrière, c'est l'intérêt d'avoir été informé de la politique propre à l'institution, etc. Si je n'ai pas reçu une part, je vais avoir du mal à finalement pouvoir m'intégrer dans l'équipe. C'est vraiment tout l'enjeu des formations. C'est souvent, par exemple, la maltraitance, elle vient de l'absence de cette réception de part. C'est-à-dire que je ne me sens pas en compétence, je ne me sens pas finalement à l'aise pour pouvoir participer au groupe, quoi.
Donc c'est ces trois éléments-là, mais il n'y a pas une hiérarchie dans ces trois éléments-là. Finalement, ils s'auto-alimentent les uns les autres, et donc ils se construisent tout au long du parcours. Et enfin, la complexité, c'est vraiment ce travail, arriver à accepter ce qu'on a du mal aujourd'hui, la solidarité. On est plutôt sur un versant de générosité. C'est quoi la générosité ? C'est de moi-même et le cœur léger, je vais choisir à qui je donne. Mais c'est pas ça le fonctionnement d'une société. Nous, on est sur un fonctionnement qui doit être solidaire. C'est le principe des impôts qu'on n'aime pas. Hein. On prend pour redistribuer aux autres. C'est qu'on part du principe que dans une structure, finalement, on est tous interdépendants. Ce qui arrive à l'un rejaillit sur les autres. Il y avait un vieux philosophe qui s'appelle Plotin. Alors c'est à l'époque des Grecs, ils n'avaient pas trop le dictionnaire des prénoms, hein, donc il y avait Platon, Plotin. Et Plotin, il dit, c'est très difficile de dire jusqu'ici c'est moi, et puis après commencent les autres. Quoi. La complexité, c'est arriver à se rendre compte qu'on est aussi bourré d'influences de l'extérieur, et que ce que je fais rejaillit sur les autres. Et donc c'est être conscient de cette dimension-là. Il a eu lieu, alors c'était l'an dernier, je crois maintenant, le Parlement des liens à Paris. Alors c'était quelque chose plutôt sur un versant politique, mais qui réunissait, je crois, 54 théoriciens, des scientifiques, des philosophes, des économistes, qui ont publié un ouvrage qui s'appelle « Relions-nous ». Donc, voilà, sur la thématique de nos 2 jours. C'était intéressant de l'évoquer, non pas sur le versant politique, mais sur la dimension qui est posée. Et là-dessus, il paraît que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibilisées que nous, peut-être ça vient du numérique, sur le côté de... en fait, on est interdépendants et c'est très compliqué d'avoir des pensées en silo. On en parlera demain, la pensée en silo. C'est-à-dire, le médico-social s'occupe de son domaine, le sanitaire du sien, le social du sien, et puis chacun son domaine. En fait, il y a cette espèce d'interdépendance qui fait qu'on ne peut pas parler d'écologie sans parler d'économie, sans parler de biologie, sans parler... Et qu'en fait, quand on fait des ministères où chacun décortique son bout de souci de son côté, ça n'aboutit à rien. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à se rendre compte qu'effectivement, l'écologie va rejaillir sur l'économie, mais qu'il y a une dimension biologique aussi qui est à prendre en considération, etc. Et que finalement, on ne peut penser qu'en complexité, c'est-à-dire en comprenant que toutes les choses sont liées chez un être humain. Il n'y a que du lien. Et du coup, j'ai abouti à ma conclusion. Je pense. Vous avez le temps parce qu'on était en avance, donc faites-vous plaisir. Du coup, ça laissera plus de temps peut-être pour l'échange aussi, qui est aussi ce qu'il y a souvent de plus intéressant. J'ai pris 2 citations de 2 philosophes, donc un qui est décédé il y a 3 ans maintenant, qui est Michel Serres, que j'aimais beaucoup, et qui dit « Pour se protéger seul et fermé du danger, comme certains crustacés, les guerriers du Moyen-Âge et de l'Antiquité s'enveloppaient dans des cuirasses écrasantes. Comme la guerre, la nature préféra plus tard la stratégie souple de la chair molle dehors et du squelette dur dedans. La solution 3e, autrement plus évoluée, consiste à mettre ses défenses et son assurance en dehors même du corps, dans les relations. Ce qui sort ou pend ou perd de moi me sauve. C'est un appel au respect de la dépendance. Dépendance, dépendere, ce qui pend en dehors de moi. C'est vilain, hein, mais ce que dit Michel Serres, c'est que ce qui pend en dehors de moi me sauve, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de survivre, c'est comment je vais m'appuyer sur l'autre. C'est exactement l'histoire de l'être humain. On n'a pas parlé, mais l'être humain, c'est un être à la fois fini et infini. Il est fini parce que quand il arrive au monde, en tout cas, on va le finir assez rapidement, l'être humain. On va lui donner une langue. Et c'est terrible parce que quand il parlera cette langue, peut-être qu'il ne pourra plus parler certaines autres langues parce que la langue se sera structurée d'une telle sorte qu'il ne pourra plus prononcer certains mots. Donc on va lui donner un nom, on va lui donner une nationalité, etc. Et si on ne le finit pas, il est livré aux angoisses et aux vertiges de l'abandon. Hein, il se sent seul. Vous savez que c'est l'expérience qui avait été menée par Frédéric II. Alors à l'époque, on avait le droit, évidemment, aujourd'hui ce serait terrible, mais Frédéric II, c'est un type qui s'est demandé quelle serait la langue qui serait parlée par les êtres humains si on ne leur parlait pas. Donc il a pris des petits nourrissons dans un orphelinat et il a dit aux nourrices, vous les nourrissez, vous faites tous les soins de base, mais vous ne leur parlez pas du tout. Comme ça, on verra quelle est la langue originelle. À l'époque, on se demandait, peut-être c'est le latin, peut-être c'est... Et en fait, ils sont tous morts. Parce que si on n'interpelle pas un petit humain,
ils se rendent pas compte qu'il existe. Alors certainement, peut-être on dirait, je sais pas, aujourd'hui mort subite du nourrisson. Enfin, en tout cas, ils sont tous morts, quoi, parce qu'on les avait pas interpellés, quoi. C'est aussi la découverte de Cyrulnik, vous savez, quand il va dans les orphelinats là, les orphelinats de Ceausescu, hein, qui découvrent des petits enfants avec des syndromes autistiques, qui ne sont pas autistes, mais qui ont des syndromes réversibles, heureusement, hein, parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux, on leur a pas parlé notamment. Donc l'interpellation de l'autre, c'est très important, mais toujours la question du lien. Si vous accaparez l'autre, hein, c'est pas une bonne chose non plus. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir le sentiment que je suis aussi pas tout à fait fini, que je pourrais avoir plein de projets différents, que je pourrais être un être humain. C'est à la fois avoir des êtres sur lesquels se raccrocher, et en même temps, c'est pouvoir avoir des perspectives et pouvoir aller se jeter dans le monde. Donc c'est l'équilibre entre fini et infini. Et puis un philosophe contemporain actuel qui s'appelle Miguel Benasayac, qui dit « Nous ne sommes pas convoqués au lien, ni avec les autres, ni avec l'environnement. Nous sommes liés, ontologiquement liés. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas être lié à l'autre, c'est ça qui n'est pas naturel, c'est vouloir se délier. Le lien, c'est vraiment dans la nature de l'être humain, parce que nous sommes des êtres qui communiquons, et le langage, par exemple, me met directement en lien avec l'autre, ne serait-ce parce que pour que j'ai appris un langage, on l'a dit, il faut qu'on me l'ait appris, mais d'emblée, l'être humain, il est dans cette interpellation de l'autre, dans le symbolique, etc. Et donc, c'est dans notre nature que d'être lié. Du coup, la dépendance, c'est effectivement un risque, c'est effectivement une problématique, mais la dépendance, c'est le cœur de l'être humain. Les êtres humains sont des êtres interdépendants, et on ne devrait pas avoir aussi peur de la dépendance. Peut-être que justement le grand âge, c'est un rappel du fait que nous ne nous sommes pas autoproduits. Et donc c'est aussi le principe de la loi, hein, des devoirs qu'on a envers nos aînés, etc. C'est qu'une société, c'est une société complexe qui a des devoirs sur les générations d'avant, les générations d'après, et qui est dans l'interdépendance. Voilà ce que je pouvais dire vite fait pour poser les jalons de ces 2 jours autour du lien. Je vous remercie de votre attention. Merci Julie, je comprends. Je me demande comment des étudiants ont pu être réfractaires à votre enthousiasme. Alors, avant de vous laisser la parole et d'ouvrir la phase de débat, je vais 2 messages très terre à terre. D'une part, si à l'avenir vous pouviez venir un peu plus au premier rang, ça créerait du lien avec nous, on se sentirait moins seul. Et d'autre part, André Fertier, que vous aurez la chance d'entendre tout à l'heure sur la culture, m'a dit que hier soir, il y a eu un débat très intéressant sur les auxiliaires de vie. Donc la télé, c'est pas que aliénant, même si quand même un peu. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Des remarques, des envies d'échange? Je vais amorcer la pompe parce que c'est toujours un peu compliqué. Vous avez beaucoup parlé du lien entre les soignants et du lien entre les soignants, enfin entre les personnes âgées, les résidents et les personnels, et puis du lien à l'intérieur même des équipes. Et moi, je m'interrogeais sur le lien aussi avec le monde extérieur. Est-ce que c'est vraiment indispensable ou est-ce que finalement ça isole? Comment vous voyez ça? Le lien avec le monde extérieur, des établissements. Alors, je pense que c'est extrêmement important. En fait, c'est enrichissant l'aller-retour entre la structure et le monde extérieur. D'ailleurs, les structures, elles se sont beaucoup ouvertes sur l'extérieur ces dernières années. Après, c'est une contrainte. L'ouverture sur le monde extérieur, c'est le deuxième temps. C'est que ça fait sortir de cette fusion aussi. C'est-à-dire que c'est affronter le non-consensus de départ, faire rentrer les familles. Ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup à l'hôpital aujourd'hui et qui me fait faire beaucoup de soucis. C'est notamment en maternité, qu'est-ce que c'est bien mieux. Finalement, même les femmes sont bien plus contentes d'accoucher toutes seules dans leur coin et de ne pas être dérangées par la famille qui est casse-pied. Oui, c'est sûr, la famille, elle est pénible. Et je pense que vous le vivez au quotidien. La famille, c'est pénible de travailler avec les familles. Et en même temps, les familles, c'est un rappel aussi de qui sont les gens que vous accompagnez, de leur vie d'avant. Et c'est aussi des alliés, quoi. Je pense que ce sera l'objet de la discussion de cet après-midi, justement, sur est-ce que c'est plutôt justement un outil ou plutôt un frein. Le monde extérieur, c'est vraiment ce dans quoi on se jette. Et je ne sais plus si je l'ai prévu dans le support de demain, mais il y a quelque chose qui interroge beaucoup aujourd'hui, justement, dans les jeunes générations, c'est cette
privation du monde extérieur. Au Japon, ils appellent ça les hikikomori. C'est du suicide social, c'est-à-dire c'est des jeunes qui ne vivent plus que dans le virtuel et qui refusent d'aller à la rencontre du monde. Et c'est d'autant plus... le confinement, je pense, a été très très mal vécu, autant dans les EHPAD qu'à la maison, quoi. Je vois une question au fond. Oui, bonjour à tous. Richard Cap-Martin, RCI Human Recruitment. Alors moi, je recrute des cadres dirigeants dans le secteur du médico-social. Et aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, c'est primordial. Et du coup, je vais vous parler de mon émotion. Je suis juste content d'être avec vous aujourd'hui, avec vous, directeur d'EHPAD, effectivement, où ce sont des métiers peu connus et reconnus et dans lesquels j'ai plaisir à communiquer régulièrement. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'intervention était passionnante. Le lien, c'est le lien qui sauve. Vous avez raison, on nous donne le langage pour communiquer et on communique à travers cette façon-là qui donne du lien. Moi, il y a plusieurs idées peut-être qu'on pourrait retenir pour vous, directeur. Comment on peut créer du lien avec les équipes par les valeurs. Peut-être qu'on peut recréer un outil qui sont les valeurs de l'établissement. Souvent, les valeurs sont des valeurs institutionnelles, des valeurs qui sont déclinées, dont les gens ne portent pas forcément le sens de la valeur. Je vous rappelle qu'on dit souvent qu'on est recruté pour nos compétences et qu'on part parce que ça ne correspond pas à nos valeurs. Et souvent, on ne sait pas définir les valeurs. Donc peut-être que les valeurs pourraient être un outil pour créer aussi du lien avec l'ensemble des salariés. Ce que je voudrais aussi redire, vous parliez de la confiance. Effectivement, la confiance, c'est aussi donner sa confiance. C'est une façon aussi de responsabiliser tout le monde à être acteur de solutions. C'est rendre les gens acteurs. Je pense qu'on peut associer le directeur seul, pyramidal, vous savez tous que c'est terminé, c'est pas du tout ce que les gens attendent, on est sur la transversalité. Je pense qu'on peut associer le personnel sur les difficultés que vous rencontrez à recruter, les actions que vous y menez. Je pense aussi que les gens sur le terrain ont certainement de très bonnes idées à vous proposer. C'est ça aussi le lien. Le lien, c'est associer, vous l'avez dit, l'ensemble des collaborateurs sur une réflexion qui vous préoccupe tous. Et ce serait infantilisant de penser que les gens ne sont pas en capacité de comprendre vos difficultés. Voilà, c'est ça aussi le lien, c'est la confiance, vous avez raison, la confiance en associant à la difficulté. Vous parliez de la sollicitude du directeur des équipes, mais associons, voilà, et aussi pour terminer, l'émotion, l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on recrute les candidats sur la capacité à gérer leurs propres émotions face aux situations de stress, etc. Donc c'est aussi des leviers très importants. Et la reconnaissance, vous avez raison, elle n'est pas que financière, la reconnaissance, puisqu'une reconnaissance financière, pour qu'elle soit motivante, il faudrait que la rémunération évolue dans le temps, ce qui n'est pas toujours le cas. La reconnaissance, elle passe par du lien, par une présence opérationnelle, quotidienne, et de savoir quel collaborateur aime avoir dans la vie comme plaisir, etc. Voilà, c'est ça pour moi le lien. Alors je ne sais pas si ça appelle vraiment une réponse, mais cela dit... Alors déjà, juste peut-être deux points. Premièrement, la reconnaissance financière, je l'ai dit, elle est pas suffisante, mais elle est quand même nécessaire. C'est-à-dire que si j'ai déjà pas de quoi boucler mes fins de mois, que je suis déjà dans le souci de ma propre stabilité, de ma propre dépendance finalement à tout un tas de choses, je vais avoir du mal quand même à être dans l'ouverture à l'autre. C'est Eric Fiat qui fait donc qui est philosophe contemporain et qui prend toujours l'exemple de Kirikou et qui dit Kirikou, vous savez, c'est ce petit garçon qui demande là pourquoi la sorcière Karaba elle est méchante. Elle est méchante parce qu'elle a une épine plantée au milieu du dos et comme elle souffre beaucoup, elle est très vilaine avec l'entourage. Et c'est sûr que si on met le soignant en souffrance, on peut pas s'étonner après qu'il y ait des faits de maltraitance ou parce que la souffrance, elle m'appelle à la renvoyer aussi des fois en miroir. Donc bien sûr c'est pas suffisant. Mais il faudrait pas penser qu'elle est pour autant pas nécessaire quand même, parce que je pense qu'il y a certes une demande de reconnaissance de la qualité du travail, mais aussi une demande quand même de revalorisation salariale de ces métiers-là. Et deuxièmement, je pense que j'aurais pas le temps de développer, mais il y a quand même une difficulté qui se pose sur vos épaules de directeur ou de directrice, c'est qu'à la fois on vous dit faut faire de l'horizontalité, faut partager le pouvoir, etc. Mais Arendt,
l'autorité, c'est aussi un truc qui est hiérarchique en fait. C'est-à-dire que l'autorité, c'est aussi ce qui sépare. Souvent, on fait appel à vous aussi quand il y a des conflits d'équipe pour dire faudrait trancher quand même, faudrait poser le cadre un petit peu. Donc il y a quand même cette ambivalence, l'horizontalité, mais peut-être pas jusqu'au bout. Hein. Les équipes sont aussi dans des demandes ambivalentes. Oui, elles participent, c'est important. Elles participent, mais à leur place aussi, hein. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire non plus qu'on va tous se retrouver dans une égalité de statut. De même avec les résidents. Oui, ils participent, mais il ne faut pas oublier l'asymétrie. Eux, ils sont fragiles, eux, ils sont dépendants de la structure, etc., ce qui n'est pas tout à fait le cas des soignants, par exemple. Hein. Donc le lien, c'est aussi pas tomber dans la fusion, quoi. Il y a quand même des différences de place et des différences de statut. Cette ambivalence, elle se retrouve aussi avec les pouvoirs publics, si j'ai bien compris. D'autres questions ? Oui, bonjour. Alors, je viens un petit peu poursuivre votre propos à propos de la dépendance et du lien. Les personnes qu'on accueille dans nos institutions ont beaucoup de liens subis, je dirais. Il y a les liens choisis, le fait de pouvoir choisir ses liens tout au long de sa vie, c'est très important. Mais il y a beaucoup de liens qui sont subis par les personnes âgées dans nos établissements, qui ont été très mis à mal parce que les liens choisis qu'ils pouvaient conserver avec l'extérieur, avec leur famille, ont été mis à mal par la crise sanitaire. Mais ces liens subis, ce sont des liens qui sont créés par leur dépendance. Ils vont ne pas forcément avoir envie de voir tel soignant ce jour-là. Ils vont subir un certain nombre de liens, je dirais, qui les maintiennent peut-être en vie. Mais la dépendance, c'est aussi la mise à mal du lien, pour moi, qu'on peut choisir ou subir. Je ne sais pas, ce que vous pouvez nous en dire à ce propos. Merci. J'ai fait moi j'ai un master en éthique médicale sur le versant philo et donc pour mon mémoire il y avait obligation d'avoir une partie stage et j'ai fait des stages en soins palliatifs donc avec un tuteur de stage qui était cadre infirmier et qui avait coutume de parler du parfum du soin et je reprends beaucoup ce terme-là, je trouve qu'il est assez parlant. Le lien en structure, il agit un peu sur le modèle du parfum. Le parfum, vous ne pouvez pas choisir non plus de l'accueillir ou pas, quoi. Il s'impose un peu à vous. Et donc, il y a des parfums qui vont être très chouettes. Il y a des très, très belles relations. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas brider non plus, parfois, ces relations qui se créent entre un soignant et un résident. Parce que tout d'un coup, là, la rencontre entre une peau et une odeur, ça a très bien matché. C'était très chouette. Vraiment, c'était le parfum qu'il fallait à cette peau-là. Et il y a des travailleurs sociaux, par exemple, qui, dans leur posture, disent... Voilà, la seule différence qu'il y a finalement entre moi et l'autre, c'est un accident de parcours, quoi. C'est que du coup, moi, je suis à la place de celui qui aide, l'autre est à la place de celui qui est aidé, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Ça, c'est une belle rencontre. À l'inverse, il y a des parfums, vous savez, vous allez chez, ne citons pas de marque, mais vous prenez le petit bâtonnet, vous mettez le parfum sur le bâtonnet, vous dites, ah, ça sent super bon, vous l'achetez, vous rentrez à la maison, vous le mettez sur votre peau, et ça vire. C'est pas la faute de votre peau, vous avez essayé d'autres parfums, ça marchait très bien. C'est pas la faute du parfum, je pense pas qu'on vous ait vendu un truc frelaté, mais c'est la rencontre entre votre peau et le parfum qui ne marche pas en fait. Il y a des relations en forme de parfum qui sentent pas bon, quoi, où ça marche pas. Souvent c'est des deux côtés. Ça qui est important à retenir, c'est que souvent c'est pas la faute du soignant, c'est pas la faute du soigné, enfin c'est pas la faute de l'accompagnant, c'est pas la faute de l'accompagné. C'est la rencontre entre les deux qui fait que la complexité dont parlait Edgar Morin, il s'est passé un truc qui n'était pas positif. Là où il faut s'interroger, c'est quand ce soigné-là, il produit ça avec tous les soignants, parce qu'il y a des résidents qui sont résistants aux soins. Souvent, c'est comme la sorcière Caraba, hein, c'est une forte souffrance qui fait que c'est pas le soignant qui rejette, c'est la dépendance. Je refuse d'être dépendant. Et quand j'ai dit toute ma vie, je me suis fait tout seul, ça va pas être simple d'être dépendant et d'accepter que on prenne soin de soi. Donc il y a des gens pour qui la dépendance est insupportable, vraiment. J'appelle ça avec mes soignants le sadisme soignant.
leur dit les élèves infirmiers, arrêtez de nous la jouer. Là, alors, il n'y a plus les concours, mais avant c'était ça, quoi. Au concours, c'était le soignant bisounours, vous savez. Je viens faire ça pour apporter du bonheur dans le monde, pour apporter. Moi, je rencontre les soignants que sur un versant négatif. Ils veulent me prendre du sang, piquer mes veines, me faire manger des trucs pas bons. Enfin, c'est un métier terrible quand même. C'est qu'à la fois, on y met tout son cœur, on a vraiment envie d'apporter des choses positives aux gens, et les gens vous aiment pas. Parce que quand même souvent, la plupart du temps, après on vous apprivoise, on apprend à faire avec son soignant. Mais un soignant au quotidien, personne n'en a envie. C'est une entrée dans l'intimité, c'est une entrée dans les choix qu'on faisait avant. Enfin, et puis c'est un symbole de quelque chose pas cool quand même, soit la maladie, soit l'entrée en vieillissement, voire la mort en fait. Donc c'est normal aussi qu'il y ait cette tension qui puisse arriver. Donc il faut distinguer, est-ce que c'est le rejet du soin et de ce que vous symbolisez, ou est-ce que c'est le rejet du soignant, et est-ce qu'on peut faire autrement pour pas créer cette violence-là. Et puis après, dans la vie de tous les jours, on a aussi des relations subies, tous, on fait avec. C'est pas parce que je suis vulnérable que je dois être privée de toute la négativité de l'existence non plus. Sinon, ça me donne le sentiment de ne plus vraiment exister. Pour ces liens subis, attention, je vais dire un gros mot. Pour ces liens subis, est-ce que, par exemple, le recours à des petits robots pour les soins très intrusifs, entrant dans l'intimité, est souhaitable, envisageable Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué? Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Alors du coup, ça sera l'objet. Moi, j'ai déjà vu cette question soulevée avec. Ça sera l'objet. On y reviendra plus demain sur le numérique et la dimension. Mais vous savez que moi, comme ça, je dirais non. Je dirais un robot et tout, c'est terrible. Mais en fait, quand on fait des sondages chez les patients qui sont eux-mêmes, c'est 50-50 quand même, quoi. Parce que l'entrée dans l'intimité, le soin, la toilette, enfin, c'est des choses où on se dit une machine. Il n'y a pas le regard. Il y a après ça, c'est la projection qu'on a. Peut-être que c'est pas si simple que ça, parce que c'est une chose de projeter les choses, c'est autre chose d'être en situation. Après, il faut s'interroger sur la façon dont on fait ces soins. En fait. Est-ce que quelqu'un dans la salle l'a déjà pratiqué? On a eu l'expérience? Non. Personne n'a pratiqué le soin avec un robot? Je ne sais pas si est-ce qu'en France ça c'est réalisable aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de prototypes et de. Alors, j'avais soulevé la question une fois avec la philosophe Cynthia Fleury, qui donc parle beaucoup d'éthique et d'humanisme dans la santé. Et elle s'était rendue compte que, par exemple, elle est aussi psychanalyste et elle n'imaginait pas de consultation de psychanalyse à distance. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça pouvait lever bien des freins et que finalement, une consultation de psychanalyse, ça marchait aussi très bien à distance. Et finalement, elle s'interrogeait sur la robotisation, notamment pour ces actes très intrusif dans l'intimité des personnes. Mais encore une fois, moi, ce sont des questions que je soulève. Je suis juste journaliste, j'ai pas de réponse. Ça, je pense que on le creusera. Je veux pas m'auto-spoiler, donc on le creusera demain sur la question de l'évolution du numérique dans les métiers et voilà en termes d'humanité, ce que ça apporte. Oui. Une question. Oui, bonjour, Jean-Claude, directeur d'un SAD en métropole. Je voulais vous remercier toujours pour la qualité de vos interventions, qu'elles soient physiques ou virtuelles, elles sont toujours de qualité, elles éveillent en nous toujours une réflexion dans la manière dont on accompagne nos aînés. Je ne sais pas si vous êtes intervenu sur cette notion-là ou si je ne l'ai pas entendu, sur la notion de la relation du temps avec la création du lien. On a malheureusement dans nos métiers, c'est essentiel, cette obligation de créer du lien. Nos aides à domicile, nos AVS, on leur demande de favoriser le lien social, sauf qu'elles n'ont parfois pas le temps. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas visible quand on travaille sur ça. Alors, je ne sais pas si on peut créer du lien, mais on leur demande de créer du lien. Et ce n'est pas visible. On va privilégier des actes et des activités matérielles, un soin, un change, une toilette qui est visible. Quand on demande de faire du lien, ça ne se voit pas. Et comme vous disiez, la complexité, c'est que le lien, c'est du temps, c'est des moyens c'est du personnel, c'est du financier. Donc tout est lié. Et nos financeurs ne voient pas forcément l'utilité de ce temps de financer. Donc je crois qu'on est en manque aussi de visibilité sur l'importance de favoriser le lien social. Et je ne sais pas si vous êtes intervenu sur cette notion-là
du temps nécessaire à créer du lien. Alors Merci. du coup, sur la question du temps, vous avez une demi-heure là, ça... Alors ça, en plus, c'est la thématique là, de l'article que je suis en train d'écrire pour le prochain numéro de la revue la FNADEPA, c'était la demande. Alors en une page, en plus, c'est déjà très compliqué de tout résumer. Cette notion du temps, je la trouve absolument centrale. En fait, elle est extrêmement importante parce qu'on oublie qu'on vit dans le temps. Vraiment, on travaille beaucoup la notion d'espace, mais la notion de temporalité, on la laisse beaucoup de côté. Et le temps, il est de plus en plus oublié, effacé. Enfin, cette notion de temps, elle est centrée sur l'acte, en fait. Hein, qu'est-ce qu'ils font les soignants. Et surtout, ce que je trouve terrible, c'est en fait ce qui efface, c'est que le boulot des gens qui accompagnent la dépendance, c'est de se faire invisible. C'est ça leur job. C'est-à-dire, par exemple, au domicile, si j'accompagne quelqu'un, je fais bien mon travail tant qu'on voit pas que je suis là. C'est ça, en fait. C'est-à-dire tant que la personne peut rester dans l'état où elle était avant que j'arrive et se maintenir. Mais comment j'arrive à justifier au pouvoir public qu'est-ce que c'est que ce maintien? Qu'est-ce que j'apporte à la personne? C'est-à-dire que, si je caricature grandement, vous avez compris que ça j'aime beaucoup le faire, si je vais à l'hôpital, en fait, à l'hôpital c'est plus facile à chiffrer. J'étais malade, encore qu'avec les maladies chroniques c'est plus difficile aujourd'hui, mais admettons j'étais malade, je vais me faire opérer, on arrive à montrer la différence entre avant et après, quoi. Alors avec les personnes âgées, on voit surtout l'effet délétère des hospitalisations. Oui, voilà, mais du coup on peut prouver l'avant et l'après. Bon, on peut prouver qu'elle était mieux avant de rentrer à l'hôpital que quand elle en est sortie. Mais on peut toujours chiffrer, quoi. Mais même si ça s'est très mal passé, que vous ressortez décédé, on peut toujours prouver qu'il y a eu une action. Dans l'accompagnement et dans la prévention, c'est très compliqué d'arriver à chiffrer finalement le travail que j'ai amené en fait en termes de temps, et puis le relationnel, c'est-à-dire que l'acte, c'est comme si c'est l'oubli, justement, c'est justement cette question de la fusion. C'est l'oubli, la T2A à l'hôpital c'est désastreux pour ça, on croit qu'on va donner quelque chose à quelqu'un qui le souhaitait. Donc on arrive, bonjour c'est la toilette, ah super je vous attendais, du coup on fait la toilette, la personne même fait presque sa toilette toute seule, on repart et c'est fini, quoi. Or, c'est pas ça le relationnel. Hein. Le relationnel, c'est bonjour, c'est la toilette, foutez le camp, j'ai envie de voir personne. Non, mais si, ça va être bien. C'est une demi-heure de négociation. Et à la fin, le résultat est le même, quoi. C'est un refus du temps humain. Hein. Ça aussi, je l'aborderai demain sur la question du numérique. C'est le danger du numérique. Hein. Il lisse tout comme si finalement tout était équivalent. C'est le problème quand on quantifie. Je pense à une collègue qui est assistante sociale en psychiatrie et qui est reçue par le directeur de l'hôpital qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites dans vos journées ?» Parce que les autres collègues assistantes sociales traitent 3 fois plus de dossiers que vous par jour, quoi. Mais les autres sont en médecine générale. C'est pas tout à fait les mêmes problématiques qu'en psychiatrie, quoi. Parce qu'en psychiatrie, on part de zéro. Souvent, il n'y a pas de CMU, il y a pas. Donc c'est un travail de dingue. Mais sur le papier, à la fin, en fait, on a juste chiffré le résultat, en fait, et pas le cheminement. C'est Zygmunt Bauman, qui est à la fois sociologue et philosophe. Lui, il pourrait faire de la sociologie de la santé, pour le coup. Bauman, il dit on est en train de passer d'une société de pèlerins à une société de touristes. Le pèlerin, seul compte le chemin. C'est-à-dire, en fait, peu importe, hein, quand on fait Compostelle, c'est pas tant la destination, c'est qu'est-ce qui va se jouer sur le chemin de Compostelle, en fait. Le touriste, il se fout complètement du voyage, quoi. On s'en fiche de l'avion, tout ça. Ce qui compte, c'est d'arriver à Ajaccio, quoi. Hein, c'est de pouvoir être directement sur le lieu de villégiature, quoi. On élimine le chemin. Alors que le chemin, il est important, en fait. Hein, quand on regarde tous les romans là du 18e, les Agatha Christie, tout ce qui compte, c'est la route, quoi. Hein, comment c'est dépaysant, comment. Nous aujourd'hui, on s'en fout, quoi. Ça, c'est pas chiffré. Non, l'important c'est de le montrer sur Instagram. Mais c'est aplati, du coup. Il y a pas, je sais pas si j'aurais répondu, mais aussi je fais toujours attention à pas trop spoiler parce que comme j'ai 2 interventions, j'en garde un peu. Mais pour rester dans la question du temps, il nous reste 5 minutes. Il y a encore une dernière question. Bonjour, Pierre Fugit, directeur de la société Anicen. Nous sommes éditeurs de logiciels sur la gestion de la vie sociale. Merci pour la thématique et sur le lien, la notion de lien qui est ô combien important, et je tiens à le souligner dans un monde médico-social, sur le lien entre l'aspect médical et l'aspect social. On se dit souvent trait d'union entre les deux. Et parler de lien, je vois directement la notion de vie sociale. Et vous, à citer les sources, je reprends et je me permets de prendre la HS sur la définition de la vie sociale,
La vie sociale en EHPAD, c'est celle d'une micro-société dans laquelle s'entremêlent les relations entre le résident et sa famille, le résident et le personnel, les résidents entre eux, entre la famille et l'établissement, les professionnels entre eux et les familles entre elles dans le cadre d'une vie semi-collective. Donc ça fait énormément de liens, de groupes, semi-groupes. Et ma question derrière, c'est comment philosophiquement peut-on faire le lien entre l'aspect médical et l'aspect social ? Faire le lien entre l'aspect médical et l'aspect social. Est-ce que vous pouvez préciser un peu Alors, comme un établissement, un EHPAD est vu comme un établissement médico-social, c'est vrai qu'il y a eu un changement de terme. Les EHPAD, il y a quelques années, étaient des maisons de retraite qui tenaient bien leur terme. Aujourd'hui, en tant qu'établissement, on est sur des personnes qui sont de plus en plus dépendantes. On le voit au niveau de la localisation également. Généralement, quand vous cherchez un EHPAD dans un village, il est souvent à côté du cimetière. C'est assez triste, mais la réalité est là. Comment peut-on, avec l'ensemble des notions de lien que vous avez pu voir, faire ce lien du médical avec l'ensemble du personnel qui peut mettre en avant et faire en sorte que l'établissement puisse devenir lieu de vie, ou être vu comme lieu de vie ? Alors ce lien, en fait, c'est celui qui est fait par les philosophies du care, en fait. C'est en fait comprendre que soigner, c'est pas simplement cure, c'est pas simplement le traitement qu'on va apporter, que le soin il se fait autant par la dimension sociale que par la dimension médicale. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le développement des droits des patients en psychiatrie, ce qui est fondamental. Et c'était l'objet d'ailleurs de la thématique des semaines d'information sur la santé mentale de cette année, le respect des droits, rien que ça en fait. Le respect des droits, c'est du médical. Si vous ne respectez pas les droits des résidents, leurs droits fondamentaux, la liberté d'aller et venir, la liberté de choisir son lieu de résidence, vous le dites, voilà, peut-être pas à côté du cimetière, ou peut-être dans un quartier que j'aime plus. Enfin, si je respecte pas les droits fondamentaux du résident, déjà, en fait, je nuis à sa santé. Parce que la santé, c'est pas que du physique. C'est d'ailleurs le principe du syndrome de glissement qui a été un rappel, que en fait, si je veux soigner et prendre soin du résident, nous sommes deux choses. La philosophie l'avait pensé il y a longtemps. Nous sommes corps et esprit. Le médical s'occupe beaucoup du corps, même s'il gère aussi l'esprit. Mais n'empêche, je ne peux pas gérer l'un sans l'autre, en fait. Et donc, le maître mot, c'est celui qui est pris dans les lois actuelles. C'est la participation du résident à ses soins, à ses projets de vie, jusqu'à la possibilité du refus, puisque le soigné peut refuser la prise en charge, en fait. Et donc c'est vraiment l'association, mais je fais vite, une association en respectant le phénomène de l'acrasie. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que vos résidents, ce ne sont pas des gens qui signent des contrats comme les lois vous le laissent penser. C'est des gens qui sont ambivalents. Ils veulent un truc, puis le lendemain, ils veulent pas. Ils voudraient, ok, pas être en EHPAD, mais en même temps pas être tout seul. Ils voudraient pas qu'on leur fasse le soin, mais en même temps pas mourir. Et donc, les associés, c'est les associés dans leur ambivalence aussi, quoi. C'est ad companis, quoi. C'est aller avec l'autre et avec ses résistances. Merci. Donc, merci beaucoup, Julie Soustre. C'était passionnant.